Le jour de mon anniversaire, alors que je soufflais mes bougies seul dans ma petite maison de Provence, entouré de souvenirs fanés et d'un gâteau que j'avais acheté chez le boulanger du village, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu, et la voix familière de mon fils disparu a brisé le silence. « Je suis vivant, ne fais confiance à ta belle-fille. » Ces mots ont figé mon cœur, transformant une journée de célébration en un cauchemar de trahison. Et là, au milieu des ombres de la soirée, j'ai réalisé que sa disparition n'était pas un accident, mais le début d'une conspiration que je n'imaginais pas. C'est mon histoire. J'ai passé toute ma vie à aimer et protéger mon fils, à construire un foyer que je pensais inaltérable, à lui donner tout ce que je pouvais offrir, depuis les jours humbles où il est né jusqu'aux années de confort que j'ai conquis avec sueur et dévouement. Je pensais que notre lien père-fils était un refuge de confiance mutuelle, qu'après des décennies à le guider, rien ne pouvait ébranler les promesses que je lui avais faites dans notre petite maison de Saint-Jean-de-Lest, sous le soleil de Provence et l'odeur de lavande. Mais ce jour de mon anniversaire, avec le gâteau solitaire et les souvenirs qui pesaient lourds, l'appel est arrivé comme un éclair, révélant que mon fils, que je croyais perdu, était vivant, et que la confiance que je plaçais en ma belle-fille, et peut-être en d'autres, était une illusion fragile. Je n'ai pas répondu immédiatement, je n'ai pas crié ni effondré. J'ai simplement raccroché, regardé les flammes des bougies vaciller et commencé à planifier, questionnant chaque souvenir, chaque secret que j'avais enterré. Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert ensuite, mais avant que je vous le raconte, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires réelles comme celle-ci, pleines de mystères qui peuvent changer votre vision de la vie. Likez la vidéo si cela vous intrigue et commentez ci-dessous. Votre soutien me motive à continuer à partager ces vérités cachées. Mon nom est Marcel, j'ai 75 ans et ce que je vais vous raconter a changé ma vie pour toujours. L'anniversaire où j'ai reçu cet appel de mon fils disparu a été le jour le plus tranquille de mon existence. Là, devant mon gâteau solitaire, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je suis vivant. Ce n'est pas moi qui ai disparu. J'ai répondu en tremblant. Qui es-tu? La réponse m'a coupé le souffle. Je ne peux pas le dire. Elle nous surveille. Ne fais pas confiance à ta belle-fille. Ce moment a brisé mon âme en deux. Mon monde s'est effondré quand j'ai repensé à Cédric et Henri, mes propres fils, et à Camille, la belle-fille qui semblait si parfaite. Quelque chose clochait. Leurs appels récents paraissaient forcés, leurs visites froides comme la glace. Pendant des années, ma femme Élise avait été ma compagne, mon refuge, ma raison de vivre. Je l'ai rencontrée quand j'avais 24 ans dans la petite ville de Saint-Jean-de-Lest, où nous avions tous deux grandi entre des rues pavées et des rêves modestes. Je travaillais à réparer des vélos dans le petit atelier que j'avais hérité de mon père, tandis qu'Élise faisait des ménages pour aider sa mère malade. Nous étions pauvres, mais heureux. Nous avions quelque chose que l'argent n'achète pas, un amour vrai. Je me souviens de la première fois qu'elle m'a parlé. C'était un mardi matin. Je sortais de l'atelier avec les mains sales de graisse, et elle m'a souri avec cette timidité qui l'a fait tomber amoureuse instantanément. « Bonjour Marcel », m'a-t-elle dit d'une voix douce. « Tu veux que je nettoie quelque chose dans l'atelier ?» Elle ne travaillait même pas près de là, mais elle a inventé une excuse juste pour discuter. Cette conversation s'est transformée en un rendez-vous sous prétexte de la place centrale, puis en une promesse d'amour éternel, et enfin en un mariage simple, mais plein d'espoir. Les premières années ont été dures. Nous vivions dans une petite maison de 2 pièces avec un toit en zinc. Quand il pleuvait, nous placions des bassines partout pour recueillir les gouttes, mais nous étions heureux. Je travaillais de l'aube au crépuscule dans l'atelier. Élise cousait des vêtements pour les dames de la ville. Quand Cédric est né, j'ai cru que mon cœur allait exploser de joie. C'était un beau bébé avec mes grands yeux et son sourire. 2 ans plus tard, Henri est arrivé, tout aussi parfait.
Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour eux. Élise était une mère merveilleuse. Elle les nourrissait, les habillait, les consolait quand ils pleuraient. Je les emmenais pêcher à la rivière les dimanches. Je leur apprenais à réparer les choses de leurs propres mains. Je leur racontais des histoires avant de dormir. Nous étions une famille unie, ou du moins je le pensais. Avec le temps, les choses ont commencé à changer. Cédric, l'aîné, a toujours été ambitieux. Il demandait enfant pourquoi nous vivions si modestement, pourquoi nous n'avions pas de voiture comme les autres familles. Henri le suivait partout, comme toujours. Quand Cédric a eu 18 ans, je lui ai offert un emploi à l'atelier, mais il a refusé avec mépris. « Je ne veux pas me salir les mains comme les tiennes, papa. Je vais être quelqu'un d'important. » Ces mots m'ont blessé profondément, mais je ne l'ai jamais dit. Je l'ai vu ce soir-là, assis dans la cour, regardant les étoiles avec tristesse. Son fils avait rejeté non seulement son travail, mais tout son mode de vie. Les années ont passé et, étonnamment, Cédric a réussi à percer dans le monde des affaires. Il a décroché un emploi dans une entreprise immobilière dans la capitale, Paris. Henri l'a suivi peu après. Tous deux ont commencé à gagner beaucoup plus d'argent que Élise et moi n'en avions vu de notre vie. Au début, j'étais fier. Mes fils avaient accompli ce que nous n'avions jamais pu. Sortir de la pauvreté, avoir une vie meilleure. Mais petit à petit, cette joie s'est transformée en tristesse. Les visites sont devenues moins fréquentes, les appels plus courts. Quand ils venaient nous voir, ils arrivaient en voiture de luxe, vêtus de costumes chers, parlant d'investissement et de biens immobiliers. Ils nous regardaient avec un étrange mélange de pitié et de honte. « Papa !» m'a dit Cédric lors d'une de ses visites sporadiques. « Tu devrais déménager dans un endroit meilleur. » Cette maison tombe en ruine. Il avait raison, mais cette maison gardait encore tous nos souvenirs. C'est là que nous avions élevé nos fils, où nous avions partagé des milliers de repas, où nous avions vieilli ensemble. Ce n'était pas luxueux, mais c'était notre foyer. Élise, toujours sage, m'a dit « Marcel, l'argent a changé nos fils. Nous ne sommes plus assez pour eux. » J'ai résisté à y croire. J'ai continué à justifier leurs absences, leurs appels brefs, leurs promesses brisées. Ils sont occupés à construire leur vie, me disais-je. Un jour, ils redeviendront les garçons aimants que nous avons élevés. Mais au fond, je savais qu'Élise avait raison. Nous avions perdu nos fils bien avant que je perde ma femme. Je n'avais simplement pas réalisé à quel point ils étaient devenus étranges. Le changement le plus drastique s'est produit quand Cédric s'est marié avec Camille, une femme de la capitale qui n'a jamais caché son mépris pour notre mode de vie simple. La première fois qu'il l'a amenée à la maison, Camille est arrivée avec des talons hauts qui s'enfonçaient dans notre sol en terre, une robe rouge élégante, qui semblait plus chère que tout ce que j'avais porté dans ma vie. « Ravi de vous rencontrer », a-t-elle dit avec un sourire forcé, tendant juste le bout des doigts pour me saluer. Ses yeux ont balayé notre humble maison avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, mais qui m'a fait me sentir petit. Pendant le dîner, Camille a à peine touché à la nourriture qu'Élise avait préparée avec tant d'amour. Elle a remué les lentilles dans son assiette, coupé de petits morceaux de poulet rôti, mais n'a presque rien mangé. Cédric semblait nerveux, s'excusant constamment pour des choses qui ne l'avaient jamais embarrassé avant. « La prochaine fois, on les invite au restaurant », a-t-il murmuré à Camille, pensant que je n'entendais pas. Mais j'ai entendu. Chaque mot s'est enfoncé dans mon cœur comme un couteau. Henri, de son côté, est resté célibataire, mais a adopté la même attitude distante que son frère. Les visites se limitaient aux occasions spéciales, et même alors, il semblait toujours pressé de partir. Il parlait au téléphone tout le temps, concluant des affaires même pendant que nous discutions. « Papa, je dois y aller », me disait-il toujours avant l'heure. « J'ai une réunion importante demain. » Les déjeuners du dimanche en famille sont devenus un souvenir lointain. Les Noëls sont devenus froids et formels. Mes fils apportèrent des cadeaux chers dont nous n'avions pas besoin. Ils restaient 2 ou 3 heures et partaient ensuite avec un soulagement évident. Élise et moi avons vieilli seuls, nous consolant mutuellement.
Elle continuait à coudre, bien que ses yeux ne soient plus les mêmes. Je continuais à travailler à l'atelier, bien que mes mains n'aient plus la même force qu'avant. Nous nous débrouillions avec nos maigres revenus, fiers de ne rien demander à nos fils prospères. « Tu sais ce qui est le plus triste, Marcel ?» m'a demandé Élise une nuit alors que nous prenions le café dans la cour. « Ce n'est pas l'argent qu'ils ont, c'est le fait que l'argent les a fait croire que nous sommes moins importants. » Elle avait raison, comme toujours. Mes fils n'avaient pas seulement changé financièrement, ils avaient changé de cœur. Nous n'étions plus leurs parents aimés. Nous étions un rappel embarrassant d'un passé qu'ils voulaient oublier. Les choses ont empiré quand Cédric a acheté une maison pour 200 000 € dans une zone exclusive de la capitale. Henri a fait de même peu après, investissant dans un appartement de luxe qui a coûté 150 000 €. Soudain, nos fils étaient propriétaires d'une fortune que nous ne pouvions même pas imaginer. « Vous devriez vendre cette maison et déménager dans une maison de retraite », a suggéré Camille lors d'une de ses rares visites. « Il y a des endroits très agréables pour les personnes de votre âge. Vous vous y sentiriez plus à l'aise. » Le mot « maison de retraite » m'a frappé comme une gifle. Après 40 ans à construire notre maison, après avoir élevé leurs enfants avec tant d'amour, elles voulaient nous envoyer en maison de retraite. « Nous n'avons pas besoin d'une maison de retraite », a répondu Élise avec la dignité qui l'a toujours caractérisée. « Nous sommes bien ici chez nous, mais j'ai vu l'expression sur les visages de Cédric et Henri. Ils soutenaient l'idée de Camille. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus pratique. C'est alors que les suggestions sont devenues plus directes. Cédric est arrivé un jour avec des papiers en main, des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. « Papa, maman, a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine, où tant de fois il avait pris son petit déjeuner enfant. J'ai réfléchi à votre avenir. Cette maison vaut au maximum 50 000 €. Si vous la vendez, je peux ajouter de l'argent pour que vous déménagiez dans un endroit meilleur. Un endroit meilleur? Pour nous, il n'y avait pas d'endroit meilleur que la maison où nous avions été heureux pendant des décennies. Mais Cédric ne comprenait pas cela. Pour lui, tout se résumait à des chiffres, à des valeurs monétaires. De plus, a-t-il continué, je pense que maman devrait prendre sa retraite de la couture. Elle a déjà 70 ans. Il est temps de se reposer. Élise l'a regardé avec une tristesse infinie. Mon fils, travailler n'est pas un fardeau pour moi. C'est ce qui me garde en vie, ce qui donne du sens à mes jours. Mais tu pourrais te blesser, a insisté Henri, soutenant son frère comme toujours. À ton âge, un accident serait très dangereux. Ces mots sonnaient comme de l'inquiétude, mais j'ai perçu quelque chose d'autre derrière, une impatience, une urgence que je ne comprenais pas complètement. Les mois suivants ont été tendus. Mes fils ont augmenté la pression pour que nous vendions la maison. Ils ont engagé des agents immobiliers sans nous avertir. Ils ont fait des évaluations sans notre permission. Ils ont commencé à discuter de ce qui serait le mieux pour tout le monde. « Écoutez, nous a dit Cédric lors d'un dîner particulièrement inconfortable. Camille et moi avons décidé d'avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin d'aide pour les dépenses. Si vous vendez la maison et déménagez dans un endroit plus petit, cet argent pourrait être une avance sur l'héritage. Avance sur l'héritage. Il demandait notre héritage alors que nous étions encore vivants. L'audace de la demande m'a laissé sans voix. Élise a gardé son calme, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. « Mon fils, quand ta mère et moi mourrons, tout ce que nous avons sera à vous. Mais tant que nous sommes vivants, nos décisions seront les nôtres. »« Ne sois pas têtu », a intervenu Henri avec une dureté qu'il n'avait jamais montrée avant. « Vous êtes vieux, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le passé. » Cette nuit-là, après leur départ, Élise et moi sommes restés éveillés à discuter jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons discuté de la possibilité que nos fils ne soient pas les personnes que nous pensions avoir élevées.
Quelque chose ne va pas, Marcel, m'a dit ma femme, avec une inquiétude que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Ce n'est pas seulement de l'ambition ou de l'impatience. Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je n'ai pas réalisé à quel point ces mots étaient vrais. Je n'imaginais pas que mes propres fils planifieraient quelque chose qui changerait nos vies pour toujours. Je ne savais pas que la tragédie qui approchait ne serait pas un accident du destin, mais une conspiration soigneusement orchestrée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Cédric a eu lieu 3 semaines avant la mort d'Élise. Il est arrivé seul, sans Camille, avec une expression plus sérieuse que d'habitude. « Papa, m'a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, Henri et moi nous occuperons toujours de toi. » Ces mots m'ont rassuré sur le moment, mais maintenant, en les rappelant, ils me donnent des frissons. Pourquoi a-t-il dit quoi qu'il arrive? Que savait-il que j'ignorais? L'accident qui a tout changé s'est produit un mardi matin. Élise était sortie tôt pour coudre, comme elle le faisait tous les jours depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine en train de préparer son plat préféré, du poulet rôti avec des légumes et une salade de lentilles, quand le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a glacé le sang. « Monsieur Marcel », a demandé une voix inconnue. « Je vous appelle de l'hôpital Saint-Louis. Votre femme a eu un grave accident. Vous devez venir immédiatement. » Les mots se sont embrouillés dans mon esprit comme une encre dans l'eau. Le monde s'est arrêté, mes jambes sont devenues molles et j'ai dû m'accrocher au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Que s'est-il passé? Elle va bien? Elle est vivante? Elle est en réanimation. Monsieur, s'il vous plaît, venez le plus vite possible. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar flou. Ma voisine Delphine a dû me conduire parce que je tremblais tellement que je ne pouvais même pas tenir les clés. Tout au long du chemin, mon esprit refusait de traiter ce qui se passait. Élise était prudente, méticuleuse dans son travail. Comment cela avait-il pu arriver? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Cédric et Henri étaient déjà là. Cela m'a surpris parce que personne ne les avait avertis encore, du moins pas moi. Mais dans mon désespoir, je n'ai pas prêté attention à ce détail. « Papa », a dit Cédric en m'embrassant avec une force qui m'a semblé sincère. « Maman est très malade. Les médecins disent qu'une des machines de la salle de couture a explosé. Elle a de graves brûlures et un traumatisme crânien. Les yeux d'Henri étaient rouges, mais quelque chose dans son expression m'a semblé étrange. Il paraissait plus nerveux que triste, comme quelqu'un qui attend des nouvelles importantes plutôt que quelqu'un qui souffre pour sa mère. « Pouvons-nous la voir ?» ai-je demandé désespérément. Seulement les proches parents, un à la fois et pour un maximum de 5 minutes, nous a expliqué l'infirmière. Quand je suis entré dans cette chambre de réanimation, mon cœur s'est emballé. Élise était branchée à une douzaine de machines avec des bandages couvrant une grande partie de son visage et de ses bras. Je la reconnaissais à peine. Sa respiration était laborieuse, artificielle, maintenue par des appareils qui bipaient constamment. Je me suis approché du lit et ai pris sa main, la seule partie de son corps qui semblait intacte. « Élise, mon amour, je suis là. Tout va s'arranger. Tu vas te remettre comme toujours. » Pendant un instant, j'ai senti qu'elle serrait légèrement ma main. Ses yeux bougeaient derrière les paupières fermées. Elle luttait. Ma guerrière se battait pour revenir vers moi. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. J'ai pratiquement vécu à l'hôpital, dormant sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Cédric et Henri se relayaient pour m'accompagner, mais ils semblaient toujours plus intéressés à parler aux médecins qu'à consoler leur mère. J'ai entendu des conversations fragmentées que je n'ai pas pu comprendre complètement sur le moment. Henri a demandé sur l'assurance santé, sur les coûts du traitement. Cédric a parlé au téléphone de police d'assurance vie et de bénéficiaires. « Papa, m'a dit Cédric le 2e jour, nous avons regardé l'assurance de maman. Elle a une assurance vie de 50 000 €. Elle a aussi une assurance accident du travail qui peut couvrir jusqu'à 75 000 € de plus. » Pourquoi parlait-il d'argent alors qu'Élise luttait encore pour sa vie?
Pourquoi s'inquiétait-il des assurances plutôt que de la récupération de sa mère? Je ne m'intéresse pas à l'argent, ai-je répondu sèchement. Je veux juste que ta mère aille mieux. Bien sûr, papa, a-t-il dit, mais ses yeux ne pleuraient pas. Une froideur, un calcul qui opérait pendant que sa mère agonisait. Le 3e jour, les médecins nous ont donné la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Moreau, un homme âgé avec une expression compatissante, nous a réunis dans un petit bureau. « Monsieur Marcel », a-t-il commencé d'une voix basse, « l'état de votre femme est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que nous le pensions initialement. Nous devons être réalistes sur ses chances. » Qu'est-ce que cela signifie ? Ai-je demandé, mon cœur sachant déjà la réponse. Cela signifie que nous devons nous préparer au pire. Votre femme est dans un coma induit. Nous pourrions la maintenir en vie indéfiniment, mais sa qualité de vie, il est très improbable qu'elle reprenne conscience. Le monde s'est effondré autour de moi, toute une vie construite ensemble. Et maintenant, on me disait que tout disparaissait comme de la fumée. Nous voulons tout essayer, ai-je dit entre les sanglots. Peu importe la difficulté, peu importe le temps que cela prendra. Mais Cédric a échangé un regard avec Henri qui m'a profondément inquiété. « Papa !» a dit Cédric avec une voix qui essayait de sonner compréhensive. « Nous devons être pratiques. Maman ne voudrait pas vivre comme ça. Elle disait toujours qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour quiconque. » Un fardeau ? Ai-je explosé avec une fureur que je ne me connaissais pas. « C'est ta mère. Elle n'est pas un fardeau. C'est la femme qui t'a élevé, qui a travaillé toute sa vie pour te donner le meilleur. »« Nous le savons, papa, » a intervenu Henri. « Mais nous devons aussi penser à toi. Les factures médicales vont être énormes. Elles pourraient épuiser toutes tes économies. Encore de l'argent, toujours de l'argent. Ma femme était en train de mourir et il calculait les coûts. » Cette nuit-là, seul dans la chambre d'hôpital, j'ai tenu la main d'Élise et lui ai parlé comme si elle pouvait m'entendre. « Mon amour, je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir. Mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » C'est alors que quelque chose s'est produit qui me donne encore des frissons. Ses doigts ont bougé légèrement, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres remuaient comme si elle essayait de dire quelque chose, mais aucun son n'en sortait. J'ai appelé les infirmières désespérées. Elle réagit, elle essaie de parler. Mais quand elles sont arrivées, Élise était revenue à son état précédent. L'infirmière a vérifié les moniteurs et a secoué la tête. « Parfois, il y a des spasmes musculaires involontaires, monsieur. Cela ne signifie pas qu'elle est consciente. Mais je savais ce que j'avais senti. Élise avait essayé de communiquer avec moi. Elle luttait pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard, au milieu de la nuit, l'alarme des machines a retenti. Les lumières se sont allumées. Les infirmières ont accouru dans la chambre d'Élise. J'étais en train de somnoler dans le couloir quand le bruit m'a réveillé. « Non, non, non !» ai-je crié, courant vers la chambre. Les médecins ont travaillé pendant 40 minutes pour la réanimer, mais c'était inutile. À 4h37, Élise a été officiellement déclarée morte. La douleur que j'ai ressentie à ce moment était physique, comme si on m'avait arraché le cœur de la poitrine. Je me suis effondré à côté de son lit, agrippant son corps encore chaud, refusant d'accepter qu'elle soit partie pour toujours. Cédric et Henri sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur mère. Ils semblaient préparés, comme s'ils attendaient l'appel. Ils ont apporté des papiers, des documents, des numéros de téléphone de la maison funéraire. « Nous avons déjà contacté la maison funéraire Saint-Jean, » m'a dit Cédric, pendant que je pleurais encore sans contrôle. « Ils peuvent venir chercher le corps aujourd'hui. »« Nous avons aussi contacté l'assurance, » a ajouté Henri. « Le processus de réclamation est déjà lancé. » Comment pouvait-il être si efficace, si organisé, si froid, seulement 1 heure après avoir perdu leur mère? Quelque chose clochait, mais ma douleur était si intense que je ne pouvais pas penser clairement. Les funérailles étaient prévues pour le lundi suivant. Cédric s'est occupé de tous les préparatifs sans vraiment me consulter. Il a choisi le cercueil le plus simple, la cérémonie la plus courte, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. C'est ce que maman aurait voulu.
m'a-t-il dit quand j'ai protesté qu'il ne m'avait pas inclus dans les décisions. Quelque chose de simple, sans ostentation. Mais Élise méritait mieux que cette hâte indécente de l'enterrer et de l'oublier. Le jour des funérailles est arrivé nuageux et froid, comme si le ciel lui-même pleurait pour Élise. J'ai enfilé mon unique costume noir, le même que j'avais porté aux funérailles de mon père des années auparavant. Mes mains tremblaient tellement que Delphine a dû m'aider à boutonner les petits boutons. « Courage, Marcel !» a murmuré ma chère amie, arrangeant soigneusement mes cheveux. « Élise voudrait te voir fort. » Mais je ne me sentais pas fort. Je me sentais vide, comme une coquille sans âme. 42 ans de mariage ne s'enterrent pas facilement. Chaque objet dans la maison me rappelait d'elle. Sa tasse de café sur la table, ses fils de couture dans la cour, son oreiller qui gardait encore son parfum. Quand nous sommes arrivés au cimetière, j'ai été surpris par le petit nombre de personnes venues. Je m'attendais à voir plus de collègues de couture d'Élise, plus de voisins, plus de connaissances. Mais nous n'étions que Cédric, Henri, Camille, Delphine, moi et le prêtre. Pour une femme qui avait vécu 70 ans dans la même ville, qui avait aidé tant de gens, l'enterrement semblait étrangement vide. « Où sont les gens de la couture ?» ai-je demandé à Cédric. « Nous ne voulions pas déranger quiconque, » a-t-il répondu rapidement. Maman était une personne réservée. Elle aurait préféré quelque chose d'intime, mais ce n'était pas vrai. Élise aimait sa communauté, se souciait de ses voisins. Elle aurait voulu qu'ils viennent lui dire au revoir. Pourquoi Cédric avait-il décidé de faire tout cela si secrètement, si hâtivement? Pendant la cérémonie, j'ai observé mes fils avec un étrange détachement émotionnel. Cédric avait une expression solennelle et appropriée, mais ses yeux se tournaient constamment vers sa montre. Henri semblait agité, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Camille vérifiait discrètement son téléphone derrière son voile. Ils disaient adieu à leur mère avec impatience et distraction. Le prêtre parlait de la vie éternelle, du repos mérité, de la réunion avec Dieu. Ces mots sonnaient creux dans mon cœur brisé. Je ne voulais pas qu'Élise repose en paix. Je voulais qu'elle revienne à la maison avec moi, que nous continuions à vieillir ensemble, que nous continuions à prendre le café dans la cour à chaque crépuscule. Quand est venu le moment de jeter la terre sur le cercueil, mes jambes ont refusé de me porter. Delphine a dû me soutenir pendant que je pleurais sans contrôle. Le son de la terre heurtant le bois était définitif, final, sans espoir. C'est à ce moment précis, debout à côté du cercueil de ma femme, que mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mon cœur s'est arrêté. Les lettres dansaient devant mes yeux comme une hallucination. J'étais en train de perdre la tête de douleur. Avec des mains tremblantes, j'ai répondu « Qui es-tu » La réponse est venue immédiatement. Je ne peux pas le dire. Il nous surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. Le téléphone est tombé de mes mains comme s'il brûlait. Delphine s'est baissée pour le ramasser, mais je l'ai arrêté abruptement. Je ne pouvais pas laisser quiconque d'autre voir ces messages. Pas avant d'avoir découvert ce qui se passait. « Tu vas bien, papa ?» a demandé Cédric en s'approchant avec une expression inquiète. Je l'ai regardé fixement, essayant de trouver un indice sur son visage. Ses yeux semblaient sincères, mais maintenant chaque geste, chaque mot, chaque expression était suspect pour moi. « Ça va », ai-je menti en remettant le téléphone dans ma poche. « J'ai juste besoin de rentrer à la maison. » Sur le chemin du retour, je ne pouvais pas chasser ces messages de mon esprit. Était-il possible que quelqu'un fasse une blague cruelle au pire moment de ma vie? Ou y avait-il vraiment la possibilité qu'Élise soit vivante? Mais si elle était vivante, qui avions-nous enterré? Et si elle n'était pas vivante, qui en savait assez sur nos vies pour écrire quelque chose d'aussi spécifique sur nos fils? Cette nuit-là, seul dans ma maison qui ressemblait maintenant à un mausolée, j'ai revu chaque détail des derniers jours. L'accident d'Élise avait été étrange dès le début. Selon Cédric, une machine avait explosé dans l'atelier de couture. Mais Élise connaissait chaque fil, chaque aiguille de cet endroit. Elle était méticuleuse avec l'entretien, obsessionnelle avec la sécurité.
De plus, comment mes fils étaient-ils arrivés à l'hôpital si vite si personne ne les avait avertis? L'hôpital m'avait appelé en premier. J'étais le contact d'urgence. Comment avait-il appris l'accident avant moi? Et il y avait la question de l'argent. Dès le premier jour, Cédric et Henri parlaient d'assurance, de police, de bénéficiaires comme s'ils attendaient ce moment et s'y préparaient. J'ai décidé de fouiller dans les papiers d'Élise. Dans son vieux bureau en bois, elle gardait tous les documents importants dans une boîte en métal. Police d'assurance, l'acte de propriété de la maison, les papiers de couture, tout était là. J'ai trouvé la police d'assurance vie de 50 000 € que Cédric avait mentionnée. Mais il y avait quelque chose que je ne me rappelais pas. La police avait été mise à jour seulement 6 mois auparavant, augmentant la couverture de 5 000 à 50 000 €. Pourquoi Élise avait-elle augmenté l'assurance vie? Elle ne m'en avait jamais parlé. Et plus important, qui lui avait suggéré de le faire? J'ai continué à fouiller et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus perturbant. Une police d'assurance accident du travail que je ne connaissais pas, contractée seulement 2 mois avant sa mort. 75 000 € en cas de décès par accident du travail, un total de 125 000 €. Une fortune pour une famille comme la nôtre, mais aussi une fortune tentante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message du même numéro inconnu. Vérifie le compte bancaire. Vois qui a bougé l'argent. Cette fois, je n'ai plus douté. Cette personne, qui qu'elle soit, en savait trop pour être une farceuse. Elle savait pour les assurances. Elle savait pour mes fils. Elle savait des détails que seul quelqu'un de très proche de nous pouvait connaître. Le lendemain, je suis allé à la banque où Élise et moi avions notre compte depuis 30 ans. Madame Lefebvre, la directrice, qui nous connaissait depuis longtemps, m'a reçu avec des condoléances sincères. « Marcel, je suis tellement désolé pour Élise. C'était une bonne femme. » « Merci, Madame Lefebvre. Je viens vérifier nos comptes. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. » Elle m'a montré les relevés des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Au cours des 3 derniers mois, il y avait eu des retraits importants de notre compte d'épargne. 20 000 € en janvier, 30 000 € en février, 40 000 € en mars. De l'argent dont je ne savais rien. Qui a autorisé ces retraits? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Votre femme venait seule, m'a expliqué Madame Lefebvre. Elle disait qu'elle avait besoin de l'argent pour des réparations à l'atelier de couture. Mais je gérais les comptes de la maison. Je savais exactement combien d'argent nous avions et combien nous dépensions. Élise ne m'avait jamais parlé de réparation pour la couture, et nous n'avions certainement jamais parlé de retirer 90 000 € de nos économies. « Avez-vous les signatures de ces retraits ?» ai-je demandé. Elle m'a montré les reçus. En effet, cela ressemblait à la signature d'Élise, mais quelque chose dans l'écriture me paraissait étrange aussi, trop tremblante, trop incertaine pour son écriture, qui était ferme et claire. « Madame Lefebvre ?» ai-je demandé le cœur battant. Elle venait seule pour ses retraits ou quelqu'un l'accompagnait. Elle a réfléchi un moment. « Maintenant que vous le mentionnez, je crois qu'1 ou 2 fois elle est venue avec l'un de vos fils, Cédric, je pense. Il m'a dit qu'il aidait avec les formalités parce qu'Élise avait du mal à lire les documents sans ses lunettes. Cédric, mon fils, était impliqué dans des retraits d'argent dont je ne savais rien, utilisant la vue fatiguée de sa mère comme excuse. Mais Élise voyait parfaitement bien avec ses lunettes qu'elle ne quittait jamais pendant la journée. Cet après-midi-là, en rentrant avec les reçus bancaires, j'ai reçu un autre message. Vérifie les assurances. Ils l'ont convaincue qu'elle avait besoin de plus de protection pour toi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier les preuves qui s'accumulaient devant moi. Les assurances mystérieusement augmentées, les retraits d'argent non autorisés. La présence de Cédric dans des transactions dont je n'avais pas connaissance, son efficacité suspecte dans l'organisation des funérailles, sa froideur pendant l'agonie de sa mère. Mais la question qui m'effrayait était s'ils avaient vraiment planifié la mort d'Élise, comment ils l'avaient fait, et qui était la personne qui m'envoyait ces messages, comment elle en savait autant sur ce qui s'était passé.
Les jours suivants sont devenus un cauchemar de doutes et de suspicions. Chaque sourire de Cédric, chaque étreinte d'Henri, chaque mot de condoléance semblait un masque, cachant quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de plus de preuves avant d'accepter une vérité aussi horrible que celle qui prenait forme dans mon esprit. Mon téléphone a continué à recevoir des messages du numéro mystérieux. Va à l'atelier de couture d'Élise. Regarde dans son bureau. Il y a des choses que tu n'as pas vues. J'ai décidé d'aller à la salle de couture pour la première fois depuis l'accident. Cédric avait dit qu'une machine avait explosé, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent de ce que j'attendais. L'atelier de couture était étrangement propre, trop propre pour avoir été le lieu d'une explosion. Il n'y avait pas de marque de brûlure sur les murs, pas de débris, pas de signe de la destruction qu'un accident aussi grave aurait dû causer. Où est la machine qui a explosé? Me suis-je demandé à voix haute. J'ai fouillé tout l'atelier et j'ai trouvé toutes les machines en place, fonctionnant parfaitement. La machine à coudre, le fer à repasser, la surjeteuse, tout intact. Qu'est-ce qui avait causé l'accident? Dans le bureau d'Élise, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, une note écrite de sa main datée de 3 jours avant sa mort. Cédric insiste pour que j'aie plus d'assurance. Il dit que c'est pour Marcel, mais quelque chose ne me semble pas right. Je ne fais pas confiance à leurs intentions. En dessous de cette note, il y en avait une autre. Henri m'a apporté des papiers insignés. Il dit que c'est pour moderniser la couture, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi toute cette hâte? Ma femme avait des soupçons. Elle avait intuité la trahison de nos fils, mais elle est morte avant de pouvoir me le dire. J'ai continué à fouiller, et j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une lettre d'Élise. Mon cher Marcel, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements étranges chez Cédric et Henri. Ils s'intéressent beaucoup à notre argent, aux assurances, à ce que nous vendions la maison. Camille les pousse. Hier, Cédric m'a dit que je devrais m'inquiéter plus pour ma sécurité, parce qu'à mon âge, n'importe quel accident peut être fatal. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont sonné comme une menace. Je t'aime, Marcel. Si quelque chose m'arrive, ne fais pas confiance aveuglément à quiconque, pas même à nos fils. La lettre est tombée de mes mains. Élise avait pressenti sa propre mort. Elle avait vu les signes que moi, aveugle d'amour, avais ignorés. Mais qui était derrière tout cela? Et pourquoi? Abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires comme celle-ci, pleines de mystères familiaux et de leçons sur la confiance. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Pensez-vous que mes fils étaient capables d'une telle trahison? Likez la vidéo si cela vous touche, et votre soutien est très important pour moi. Le lendemain, j'ai décidé de confronter Cédric et Henri, mais pas directement. J'ai d'abord contacté un vieil ami avocat à Paris, M. Dupont, qui m'avait aidé avec des papiers légaux par le passé. Je lui ai raconté tout, l'accident suspect, les messages mystérieux, les retraits d'argent, la lettre d'Élise. Il a écouté attentivement et m'a conseillé de ne pas alerter mes fils, pour l'instant. Nous devons rassembler plus de preuves, Marcel. Si c'est une conspiration, il pourrait être dangereux. J'ai suivi son conseil et j'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai visité l'atelier de couture à nouveau, cette fois avec un expert en accident que M. Dupont m'a recommandé. L'expert a examiné les machines et a conclu que rien n'indiquait une explosion. Aucune trace de surchauffe, aucun dommage mécanique. C'est impossible que cela ait causé les blessures décrites. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. L'expert a haussé les épaules. Cela ressemble plus à un accident simulé, peut-être une agression déguisée en accident. Mon sang s'est glacé. Élise n'avait pas eu un accident. Elle avait été attaquée, peut-être par quelqu'un qu'elle connaissait. Les messages ont continué à arriver. Regarde les relevés téléphoniques d'Élise. Tu trouveras des appels suspects. J'ai obtenu les relevés via l'avocat et j'ai découvert des dizaines d'appels vers un numéro inconnu, le même qui m'envoyait les messages.
Mais il y avait aussi des appels fréquents vers le numéro de Camille, la belle-fille, et vers un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que l'avocat a tracé jusqu'à une agence d'assurance à Paris. Pourquoi Élise appelait-elle une agence d'assurance si souvent? Et pourquoi Camille était-elle impliquée? J'ai confronté Camille en premier, pensant qu'elle serait la plus facile à faire craquer. Je l'ai invitée à la maison sous prétexte de discuter de l'héritage. Elle est arrivée avec son air habituel de supériorité, vêtue d'une robe chic et parfumée à l'eau de rose. « Marcel, a-t-elle dit en s'asseyant, je suis contente que tu veuilles parler. Cédric et moi pensons que vendre la maison est la meilleure option. » J'ai hoché la tête, feignant l'accord, puis j'ai sorti la lettre d'Élise. « Lis ça, ai-je dit calmement. Son visage a pâli en lisant. « Ce n'est pas vrai, a-t-elle balbutié. Élise était paranoïaque à la fin. Elle imaginait des choses. « Paranoïaque » ai-je répété. « Ou peut-être qu'elle avait raison. Pourquoi as-tu appelé Élise tant de fois avant sa mort? Et pourquoi l'assurance a-t-elle été augmentée juste avant l'accident ?» Camille s'est levée d'un bond, les yeux emplis de panique. « Tu ne comprends pas, Marcel. C'était pour ton bien. Nous voulions te protéger. Protéger de quoi ?» ai-je insisté. « De la pauvreté ou de la vérité ?» Elle a fui sans répondre, mais son silence en disait long. Le soir même, un nouveau message est arrivé. Camille sait tout. Elle est la clé. Confrontez-la avec les preuves bancaires. J'ai suivi le conseil et j'ai rappelé Camille, menaçant de porter plainte pour fraude. Elle a craqué. C'était l'idée de Cédric, a-t-elle avoué en pleurs. Il voulait l'argent pour ses affaires. Henri l'a aidé. Ils ont convaincu Élise d'augmenter l'assurance, puis ils ont simulé l'accident. Élise n'a pas eu d'accident. Elle a été poussée dans les escaliers de l'atelier et ils ont fait passer cela pour une explosion. Mon monde s'est effondré une fois de plus. Mes propres fils avaient tué leur mère pour l'argent. Mais pourquoi? Et qui m'envoyait ces messages? J'ai confronté Cédric et Henri le lendemain avec l'avocat et la police. Ils ont nié au début. Mais les preuves étaient accablantes. Les retraits, les appels, la lettre d'Élise, le témoignage de Camille. Ils ont été arrêtés pour meurtre et fraude. La vérité a éclaté. Ils étaient endettés jusqu'au cou avec leurs investissements ratés et l'assurance d'Élise était leur salut. Mais le twist final est venu du messager mystérieux. Après l'arrestation, j'ai reçu un dernier appel. C'était mon frère, que je croyais mort depuis 20 ans dans un accident de voiture. Il était vivant, caché pour échapper à des dettes, et Élise lui avait confié ses soupçons avant de mourir. Il m'avait guidé de l'ombre pour sauver ce qui restait de notre famille. Grâce à lui, j'ai récupéré l'argent, vendu la maison et recommencé une nouvelle vie en Bretagne, loin des trahisons. La douleur reste, mais j'ai appris que la confiance aveugle peut tuer et que la vérité, même douloureuse, libère. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires comme celle-ci. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Pensez-vous que j'ai bien fait de confronter mes fils? Likez la vidéo si cela vous touche et votre soutien est très important pour moi. Mon nom est Marcel. J'ai 75 ans. Et ce que je vais vous raconter a changé ma vie pour toujours. L'anniversaire où j'ai reçu cet appel de mon fils disparu a été le jour le plus tranquille de mon existence. Là, devant mon gâteau solitaire, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je suis vivant. Ce n'est pas moi qui ai disparu. J'ai répondu en tremblant. Qui es-tu? La réponse m'a coupé le souffle. Je ne peux pas le dire. Elle nous surveille. Ne fais pas confiance à ta belle-fille. Ce moment a brisé mon âme en deux. Mon monde s'est effondré quand j'ai repensé à Cédric et Henri, mes propres fils, et à Camille, la belle-fille qui semblait si parfaite. Quelque chose clochait. Leurs appels récents paraissaient forcés, leurs visites froides comme la glace. Pendant des années, ma femme Élise avait été ma compagne, mon refuge, ma raison de vivre. Je l'ai rencontrée quand j'avais 24 ans dans la petite ville de Saint-Jean-de-l'Est, où nous avions tous deux grandi entre des rues pavées et des rêves modestes.
Je travaillais à réparer des vélos dans le petit atelier que j'avais hérité de mon père, tandis qu'Élise faisait des ménages pour aider sa mère malade. Nous étions pauvres, mais heureux. Nous avions quelque chose que l'argent n'achète pas, un amour vrai. Je me souviens de la première fois qu'elle m'a parlé. C'était un mardi matin. Je sortais de l'atelier avec les mains sales de graisse, et elle m'a souri avec cette timidité qui l'a fait tomber amoureuse, instantanément. « Bonjour Marcel », m'a-t-elle dit d'une voix douce. « Tu veux que je nettoie quelque chose dans l'atelier ?» Elle ne travaillait même pas près de là, mais elle a inventé une excuse juste pour discuter. Cette conversation s'est transformée en un rendez-vous sous prétexte de la place centrale, puis en une promesse d'amour éternel, et enfin en un mariage simple, mais plein d'espoir. Les premières années ont été dures. Nous vivions dans une petite maison de 2 pièces avec un toit en zinc. Quand il pleuvait, nous placions des bassines partout pour recueillir les gouttes, mais nous étions heureux. Je travaillais de l'aube au crépuscule dans l'atelier. Élise cousait des vêtements pour les dames de la ville. Quand Cédric est né, j'ai cru que mon cœur allait exploser de joie. C'était un beau bébé avec mes grands yeux et son sourire. 2 ans plus tard, Henri est arrivé, tout aussi parfait. Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour eux. Élise était une mère merveilleuse. Elle les nourrissait, les habillait, les consolait quand ils pleuraient. Je les emmenais pêcher à la rivière les dimanches. Je leur apprenais à réparer les choses de leurs propres mains. Je leur racontais des histoires avant de dormir. Nous étions une famille unie, ou du moins je le pensais. Avec le temps, les choses ont commencé à changer. Cédric, l'aîné, a toujours été ambitieux. Il demandait enfant pourquoi nous vivions si modestement, pourquoi nous n'avions pas de voiture comme les autres familles. Henri le suivait partout, comme toujours. Quand Cédric a eu 18 ans, je lui ai offert un emploi à l'atelier, mais il a refusé avec mépris. « Je ne veux pas me salir les mains comme les tiennes, papa. Je vais être quelqu'un d'important. » Ces mots m'ont blessé profondément, mais je ne l'ai jamais dit. Je l'ai vu ce soir-là assis dans la cour, regardant les étoiles avec tristesse. Son fils avait rejeté non seulement son travail, mais tout son mode de vie. Les années ont passé et, étonnamment, Cédric a réussi à percer dans le monde des affaires. Il a décroché un emploi dans une entreprise immobilière dans la capitale, Paris. Henri l'a suivi peu après. Tous deux ont commencé à gagner beaucoup plus d'argent que Élise et moi n'en avions vu de notre vie. Au début, j'étais fier. Mes fils avaient accompli ce que nous n'avions jamais pu. Sortir de la pauvreté, avoir une vie meilleure. Mais petit à petit, cette joie s'est transformée en tristesse. Les visites sont devenues moins fréquentes, les appels plus courts. Quand ils venaient nous voir, ils arrivaient en voiture de luxe, vêtus de costumes chers, parlant d'investissement et de biens immobiliers. Ils nous regardaient avec un étrange mélange de pitié et de honte. « Papa, m'a dit Cédric lors d'une de ses visites sporadiques, tu devrais déménager dans un endroit meilleur. Cette maison tombe en ruine. » Il avait raison. Mais cette maison gardait encore tous nos souvenirs. C'est là que nous avions élevé nos fils, où nous avions partagé des milliers de repas, où nous avions vieilli ensemble. Ce n'était pas luxueux, mais c'était notre foyer. Élise, toujours sage, m'a dit « Marcel, l'argent a changé nos fils. Nous ne sommes plus assez pour eux. J'ai résisté à y croire. J'ai continué à justifier leurs absences, leurs appels brefs, leurs promesses brisées. Ils sont occupés à construire leur vie, me disais-je. Un jour, ils redeviendront les garçons aimants que nous avons élevés. Mais au fond, je savais qu'Élise avait raison. Nous avions perdu nos fils bien avant que je perde ma femme. Je n'avais simplement pas réalisé à quel point ils étaient devenus étranges. Le changement le plus drastique s'est produit quand Cédric s'est marié avec Camille, une femme de la capitale qui n'a jamais caché son mépris pour notre mode de vie simple. La première fois qu'il l'a amenée à la maison, Camille est arrivée avec des talons hauts qui s'enfonçaient dans notre sol en terre, une robe rouge élégante qui semblait plus chère que tout ce que j'avais porté dans ma vie. « Ravie de vous rencontrer », a-t-elle dit avec un sourire forcé, tendant juste le bout des doigts pour me saluer.
Ses yeux ont balayé notre humble maison avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, mais qui m'a fait me sentir petit. Pendant le dîner, Camille a à peine touché à la nourriture qu'Élise avait préparée avec tant d'amour. Elle a remué les lentilles dans son assiette, coupé de petits morceaux de poulet rôti, mais n'a presque rien mangé. Cédric semblait nerveux, s'excusant constamment pour des choses qui ne l'avaient jamais embarrassé avant. La prochaine fois, on les invite au restaurant, a-t-il murmuré à Camille, pensant que je n'entendais pas. Mais j'ai entendu. Chaque mot s'est enfoncé dans mon cœur comme un couteau. Henri, de son côté, est resté célibataire, mais a adopté la même attitude distante que son frère. Les visites se limitaient aux occasions spéciales, et même alors, il semblait toujours pressé de partir. Il parlait au téléphone tout le temps, concluant des affaires même pendant que nous discutions. « Papa, je dois y aller », me disait-il toujours avant l'heure. « J'ai une réunion importante demain. » Les déjeuners du dimanche en famille sont devenus un souvenir lointain. Les Noëls sont devenus froids et formels. Mes fils apportèrent des cadeaux chers dont nous n'avions pas besoin. Ils restaient 2 ou 3 heures et partaient ensuite avec un soulagement évident. Élise et moi avons vieilli seuls, nous consolant mutuellement. Elle continuait à coudre, bien que ses yeux ne soient plus les mêmes. Je continuais à travailler à l'atelier, bien que mes mains n'aient plus la même force qu'avant. Nous nous débrouillions avec nos maigres revenus, fiers de ne rien demander à nos fils prospères. « Tu sais ce qui est le plus triste, Marcel ?» m'a demandé Élise une nuit alors que nous prenions le café dans la cour. « Ce n'est pas l'argent qu'ils ont, c'est le fait que l'argent les a fait croire que nous sommes moins importants. » Elle avait raison, comme toujours. Mes fils n'avaient pas seulement changé financièrement, ils avaient changé de cœur. Nous n'étions plus leurs parents aimés. Nous étions un rappel embarrassant d'un passé qu'ils voulaient oublier. Les choses ont empiré quand Cédric a acheté une maison pour 200 000 € dans une zone exclusive de la capitale. Henri a fait de même peu après, investissant dans un appartement de luxe qui a coûté 150 000 €. Soudain, nos fils étaient propriétaires d'une fortune que nous ne pouvions même pas imaginer. « Vous devriez vendre cette maison et déménager dans une maison de retraite », a suggéré Camille lors d'une de ses rares visites. « Il y a des endroits très agréables pour les personnes de votre âge. Vous vous y sentiriez plus à l'aise. » Le mot « maison de retraite » m'a frappé comme une gifle. Après 40 ans à construire notre maison, après avoir élevé leurs enfants avec tant d'amour, elle voulait nous envoyer en maison de retraite. « Nous n'avons pas besoin d'une maison de retraite », a répondu Élise avec la dignité qui l'a toujours caractérisée. « Nous sommes bien ici chez nous, mais j'ai vu l'expression sur les visages de Cédric et Henri. Ils soutenaient l'idée de Camille. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus pratique. C'est alors que les suggestions sont devenues plus directes. Cédric est arrivé un jour avec des papiers en main, des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. « Papa, maman, » a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine, « j'ai réfléchi à votre avenir. Cette maison vaut au maximum 50 000 €. Si vous la vendez, je peux ajouter de l'argent pour que vous déménagiez dans un endroit meilleur. » Un endroit meilleur. Pour nous, il n'y avait pas d'endroit meilleur que la maison où nous avions été heureux pendant des décennies. Mais Cédric ne comprenait pas cela. Pour lui, tout se résumait à des chiffres, à des valeurs monétaires. De plus, a-t-il continué, je pense que maman devrait prendre sa retraite de la couture. Elle a déjà 70 ans. Il est temps de se reposer. Élise l'a regardé avec une tristesse infinie. Mon fils, travailler n'est pas un fardeau pour moi. C'est ce qui me garde en vie, ce qui donne du sens à mes jours. Mais tu pourrais te blesser, a insisté Henri, soutenant son frère comme toujours. À ton âge, un accident serait très dangereux. Ces mots sonnaient comme de l'inquiétude, mais j'ai perçu quelque chose d'autre derrière, une impatience, une urgence que je ne comprenais pas complètement. Les mois suivants ont été tendus. Mes fils ont augmenté la pression pour que nous vendions la maison.
Ils ont engagé des agents immobiliers sans nous avertir. Ils ont fait des évaluations sans notre permission. Ils ont commencé à discuter de ce qui serait le mieux pour tout le monde. « Écoutez, » nous a dit Cédric lors d'un dîner particulièrement inconfortable, « Camille et moi avons décidé d'avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin d'aide pour les dépenses. Si vous vendez la maison et déménagiez dans un endroit plus petit, cet argent pourrait être une avance sur l'héritage. Avance sur l'héritage. Il demandait notre héritage alors que nous étions encore vivants. L'audace de la demande m'a laissé sans voix. Élise a gardé son calme, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. « Mon fils, quand ta mère et moi mourrons, tout ce que nous avons sera à vous. Mais tant que nous sommes vivants, nos décisions seront les nôtres. »« Ne sois pas têtu, » a intervenu Henri avec une dureté qu'il n'avait jamais montrée avant. « Vous êtes vieux, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le passé. » Cette nuit-là, après leur départ, Élise et moi sommes restés éveillés à discuter jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons discuté de la possibilité que nos fils ne soient pas les personnes que nous pensions avoir élevées. « Quelque chose ne va pas, Marcel, » m'a dit ma femme, avec une inquiétude que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Ce n'est pas seulement de l'ambition ou de l'impatience. Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je n'ai pas réalisé à quel point ces mots étaient vrais. Je n'imaginais pas que mes propres fils planifieraient quelque chose qui changerait nos vies pour toujours. Je ne savais pas que la tragédie qui approchait ne serait pas un accident du destin, mais une conspiration soigneusement orchestrée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Cédric a eu lieu 3 semaines avant la mort d'Élise. Il est arrivé seul, sans Camille, avec une expression plus sérieuse que d'habitude. « Papa, » m'a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine, « je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, Henri et moi nous occuperons toujours de toi. » Ces mots m'ont rassuré sur le moment, mais maintenant, en les rappelant, ils me donnent des frissons. Pourquoi a-t-il dit quoi qu'il arrive? Que savait-il que j'ignorais? L'accident qui a tout changé s'est produit un mardi matin. Élise était sortie tôt pour coudre, comme elle le faisait tous les jours depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine en train de préparer son plat préféré, du poulet rôti avec des légumes et une salade de lentilles, quand le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a glacé le sang. « Monsieur Marcel » a demandé une voix inconnue. « Je vous appelle de l'hôpital Saint-Louis. Votre femme a eu un grave accident. Vous devez venir immédiatement. » Les mots se sont embrouillés dans mon esprit comme une encre dans l'eau. Le monde s'est arrêté, mes jambes sont devenues molles et j'ai dû m'accrocher au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Que s'est-il passé? Elle va bien? Elle est vivante? Elle est en réanimation. Monsieur, s'il vous plaît, venez le plus vite possible. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar flou. Ma voisine Delphine a dû me conduire parce que je tremblais tellement que je ne pouvais même pas tenir les clés. Tout au long du chemin, mon esprit refusait de traiter ce qui se passait. Élise était prudente, méticuleuse dans son travail. Comment cela avait-il pu arriver? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Cédric et Henri étaient déjà là. Cela m'a surpris parce que personne ne les avait avertis encore, du moins pas moi. Mais dans mon désespoir, je n'ai pas prêté attention à ce détail. « Papa », a dit Cédric en m'embrassant avec une force qui m'a semblé sincère. « Maman est très malade. Les médecins disent qu'une des machines de la salle de couture a explosé. Elle a de graves brûlures et un traumatisme crânien. Les yeux d'Henri étaient rouges, mais quelque chose dans son expression m'a semblé étrange. Il paraissait plus nerveux que triste, comme quelqu'un qui attend des nouvelles importantes plutôt que quelqu'un qui souffre pour sa mère. « Pouvons-nous la voir ?» ai-je demandé désespérément. Seulement les proches parents, un à la fois et pour un maximum de 5 minutes, nous a expliqué l'infirmière. Quand je suis entré dans cette chambre de réanimation, mon cœur s'est emballé. Élise était branchée à une douzaine de machines avec des bandages couvrant une grande partie de son visage et de ses bras. Je la reconnaissais à peine.
Sa respiration était laborieuse, artificielle, maintenue par des appareils qui bipaient constamment. Je me suis approché du lit et ai pris sa main, la seule partie de son corps qui semblait intacte. « Élise, mon amour, je suis là. Tout va s'arranger. Tu vas te remettre comme toujours. » Pendant un instant, j'ai senti qu'elle serrait légèrement ma main. Ses yeux bougeaient derrière les paupières fermées. Elle luttait. Ma guerrière se battait pour revenir vers moi. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. J'ai pratiquement vécu à l'hôpital, dormant sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Cédric et Henri se relayaient pour m'accompagner. Mais ils semblaient toujours plus intéressés à parler aux médecins qu'à consoler leur mère. J'ai entendu des conversations fragmentées que je n'ai pas pu comprendre complètement sur le moment. Henri a demandé sur l'assurance santé, sur les coûts du traitement. Cédric a parlé au téléphone de police d'assurance vie et de bénéficiaires. « Papa, m'a dit Cédric le 2e jour, nous avons regardé l'assurance de maman. Elle a une assurance vie de 50 000 €. Elle a aussi une assurance accident du travail qui peut couvrir jusqu'à 75 000 € de plus. Pourquoi parlait-il d'argent alors qu'Élise luttait encore pour sa vie? Pourquoi s'inquiétait-il des assurances plutôt que de la récupération de sa mère? Je ne m'intéresse pas à l'argent, ai-je répondu sèchement. Je veux juste que ta mère aille mieux. Bien sûr, papa, a-t-il dit, mais ses yeux ne pleuraient pas. Une froideur, un calcul qui opérait pendant que sa mère agonisait. Le 3e jour, les médecins nous ont donné la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Moreau, un homme âgé avec une expression compatissante, nous a réunis dans un petit bureau. « Monsieur Marcel, a-t-il commencé d'une voix basse, l'état de votre femme est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que nous le pensions initialement. Nous devons être réalistes sur ses chances. » Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé, mon cœur sachant déjà la réponse. Cela signifie que nous devons nous préparer au pire. Votre femme est dans un coma induit. Nous pourrions la maintenir en vie indéfiniment, mais sa qualité de vie, il est très improbable qu'elle reprenne conscience. Le monde s'est effondré autour de moi, toute une vie construite ensemble. Et maintenant, on me disait que tout disparaissait comme de la fumée. Nous voulons tout essayer, ai-je dit entre les sanglots. Peu importe la difficulté, peu importe le temps que cela prendra. Mais Cédric a échangé un regard avec Henri qui m'a profondément inquiété. « Papa, a dit Cédric avec une voix qui essayait de sonner compréhensive. Nous devons être pratiques. Maman ne voudrait pas vivre comme ça. Elle disait toujours qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour quiconque. Un fardeau ? Ai-je explosé avec une fureur que je ne me connaissais pas. C'est ta mère. Elle n'est pas un fardeau. C'est la femme qui t'a élevé, qui a travaillé toute sa vie pour te donner le meilleur. Nous le savons, papa, a intervenu Henri. Mais nous devons aussi penser à toi. Les factures médicales vont être énormes. Elles pourraient épuiser toutes tes économies. Encore de l'argent, toujours de l'argent. Ma femme était en train de mourir et il calculait les coûts. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'hôpital, j'ai tenu la main d'Élise et lui ai parlé comme si elle pouvait m'entendre. Mon amour, je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir. Mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est alors que quelque chose s'est produit qui me donne encore des frissons. Ses doigts ont bougé légèrement, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres remuaient comme si elle essayait de dire quelque chose, mais aucun son n'en sortait. J'ai appelé les infirmières désespérées. Elle réagit, elle essaie de parler. Mais quand elles sont arrivées, Élise était revenue à son état précédent. L'infirmière a vérifié les moniteurs et a secoué la tête. Parfois, il y a des spasmes musculaires involontaires, monsieur. Cela ne signifie pas qu'elle est consciente. Mais je savais ce que j'avais senti. Élise avait essayé de communiquer avec moi. Elle luttait pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard, au milieu de la nuit, l'alarme des machines a retenti. Les lumières se sont allumées. Les infirmières ont accouru dans la chambre d'Élise. J'étais en train de somnoler dans le couloir quand le bruit m'a réveillé. « Non, non, non !» ai-je crié, courant vers la chambre.
Les médecins ont travaillé pendant 40 minutes pour la réanimer, mais c'était inutile. À 4h37, Élise a été officiellement déclarée morte. La douleur que j'ai ressentie à ce moment était physique, comme si on m'avait arraché le cœur de la poitrine. Je me suis effondré à côté de son lit, agrippant son corps encore chaud, refusant d'accepter qu'elle soit partie pour toujours. Cédric et Henri sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur mère. Ils semblaient préparés, comme s'ils attendaient l'appel. Ils ont apporté des papiers, des documents, des numéros de téléphone de la maison funéraire. « Nous avons déjà contacté la maison funéraire Saint-Jean », m'a dit Cédric, pendant que je pleurais encore sans contrôle. « Ils peuvent venir chercher le corps aujourd'hui. »« Nous avons aussi contacté l'assurance », a ajouté Henri. « Le processus de réclamation est déjà lancé. » Comment pouvait-il être si efficace, si organisé, si froid, seulement 1 heure après avoir perdu leur mère? Quelque chose clochait, mais ma douleur était si intense que je ne pouvais pas penser clairement. Les funérailles étaient prévues pour le lundi suivant. Cédric s'est occupé de tous les préparatifs sans vraiment me consulter. Il a choisi le cercueil le plus simple, la cérémonie la plus courte, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. C'est ce que maman aurait voulu, m'a-t-il dit quand j'ai protesté qu'il ne m'avait pas inclus dans les décisions. Quelque chose de simple, sans ostentation. Mais Élise méritait mieux que cette hâte indécente de l'enterrer et de l'oublier. Le jour des funérailles est arrivé nuageux et froid, comme si le ciel lui-même pleurait pour Élise. J'ai enfilé mon unique costume noir, le même que j'avais porté aux funérailles de mon père des années auparavant. Mes mains tremblaient tellement que Delphine a dû m'aider à boutonner les petits boutons. « Courage, Marcel !» a murmuré ma chère amie, arrangeant soigneusement mes cheveux. « Élise voudrait te voir fort. » Mais je ne me sentais pas fort. Je me sentais vide, comme une coquille sans âme. 42 ans de mariage ne s'enterrent pas facilement. Chaque objet dans la maison me rappelait d'elle. Sa tasse de café sur la table, ses fils de couture dans la cour, son oreiller qui gardait encore son parfum. Quand nous sommes arrivés au cimetière, j'ai été surpris par le petit nombre de personnes venues. Je m'attendais à voir plus de collègues de couture d'Élise, plus de voisins, plus de connaissances. Mais nous n'étions que Cédric, Henri, Camille, Delphine, moi et le prêtre. Pour une femme qui avait vécu 70 ans dans la même ville, qui avait aidé tant de gens, l'enterrement semblait étrangement vide. « Où sont les gens de la couture ?» ai-je demandé à Cédric. « Nous ne voulions pas déranger quiconque, » a-t-il répondu rapidement. Maman était une personne réservée. Elle aurait préféré quelque chose d'intime. Mais ce n'était pas vrai. Élise aimait sa communauté, se souciait de ses voisins. Elle aurait voulu qu'ils viennent lui dire au revoir. Pourquoi Cédric avait-il décidé de faire tout cela si secrètement, si hâtivement? Pendant la cérémonie, j'ai observé mes fils avec un étrange détachement émotionnel. Cédric avait une expression solennelle et appropriée, mais ses yeux se tournaient constamment vers sa montre. Henri semblait agité, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Camille vérifiait discrètement son téléphone derrière son voile. Ils disaient adieu à leur mère avec impatience et distraction. Le prêtre parlait de la vie éternelle, du repos mérité, de la réunion avec Dieu. Ces mots sonnaient creux dans mon cœur brisé. Je ne voulais pas qu'Élise repose en paix. Je voulais qu'elle revienne à la maison avec moi, que nous continuions à vieillir ensemble, que nous continuions à prendre le café dans la cour à chaque crépuscule. Quand est venu le moment de jeter la terre sur le cercueil, mes jambes ont refusé de me porter. Delphine a dû me soutenir pendant que je pleurais sans contrôle. Le son de la terre heurtant le bois était définitif, final, sans espoir. C'est à ce moment précis, debout à côté du cercueil de ma femme, que mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mon cœur s'est arrêté. Les lettres dansaient devant mes yeux comme une hallucination. J'étais en train de perdre la tête de douleur. Avec des mains tremblantes, j'ai répondu « Qui es-tu » La réponse est venue immédiatement.
Je ne peux pas le dire. Il nous surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. Le téléphone est tombé de mes mains comme s'il brûlait. Delphine s'est baissée pour le ramasser, mais je l'ai arrêté abruptement. Je ne pouvais pas laisser quiconque d'autre voir ces messages. Pas avant d'avoir découvert ce qui se passait. « Tu vas bien, papa ?» a demandé Cédric en s'approchant avec une expression inquiète. Je l'ai regardé fixement, essayant de trouver un indice sur son visage. Ses yeux semblaient sincères, mais maintenant chaque geste, chaque mot, chaque expression était suspect pour moi. « Ça va », ai-je menti en remettant le téléphone dans ma poche. « J'ai juste besoin de rentrer à la maison. » Sur le chemin du retour, je ne pouvais pas chasser ces messages de mon esprit. Était-il possible que quelqu'un fasse une blague cruelle au pire moment de ma vie? Ou y avait-il vraiment la possibilité qu'Élise soit vivante? Mais si elle était vivante, qui avions-nous enterré? Et si elle n'était pas vivante, qui en savait assez sur nos vies pour écrire quelque chose d'aussi spécifique sur nos fils? Cette nuit-là, seul dans ma maison qui ressemblait maintenant à un mausolée, j'ai revu chaque détail des derniers jours. L'accident d'Élise avait été étrange dès le début. Selon Cédric, une machine avait explosé dans l'atelier de couture, mais Élise connaissait chaque fil, chaque aiguille de cet endroit. Elle était méticuleuse avec l'entretien, obsessionnelle avec la sécurité. De plus, comment mes fils étaient-ils arrivés à l'hôpital si vite si personne ne les avait avertis? L'hôpital m'avait appelé en premier. J'étais le contact d'urgence. Comment avait-il appris l'accident avant moi? Et il y avait la question de l'argent. Dès le premier jour, Cédric et Henri parlaient d'assurance, de police, de bénéficiaires comme s'ils attendaient ce moment et s'y préparaient. J'ai décidé de fouiller dans les papiers d'Élise. Dans son vieux bureau en bois, elle gardait tous les documents importants dans une boîte en métal. Police d'assurance, l'acte de propriété de la maison, les papiers de couture, tout était là. J'ai trouvé la police d'assurance vie de 50 000 € que Cédric avait mentionné. Mais il y avait quelque chose que je ne me rappelais pas. La police avait été mise à jour seulement 6 mois auparavant, augmentant la couverture de 5 000 à 50 000 €. Pourquoi Élise avait-elle augmenté l'assurance vie? Elle ne m'en avait jamais parlé. Et plus important, qui lui avait suggéré de le faire? J'ai continué à fouiller et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus perturbant. Une police d'assurance accident du travail que je ne connaissais pas, contractée seulement 2 mois avant sa mort. 75 000 € en cas de décès par accident du travail, un total de 125 000 €. Une fortune pour une famille comme la nôtre, mais aussi une fortune tentante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message du même numéro inconnu. Vérifie le compte bancaire. Vois qui a bougé l'argent. Cette fois, je n'ai plus douté. Cette personne, qui qu'elle soit, en savait trop pour être une farceuse. Elle savait pour les assurances. Elle savait pour mes fils. Elle savait des détails que seul quelqu'un de très proche de nous pouvait connaître. Le lendemain, je suis allé à la banque où Élise et moi avions notre compte depuis 30 ans. Madame Lefebvre, la directrice, qui nous connaissait depuis longtemps, m'a reçu avec des condoléances sincères. « Marcel, je suis tellement désolé pour Élise. C'était une bonne femme. » « Merci, Madame Lefebvre. Je viens vérifier nos comptes. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. » Elle m'a montré les relevés des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Au cours des 3 derniers mois, il y avait eu des retraits importants de notre compte d'épargne. 20 000 € en janvier, 30 000 € en février, 40 000 € en mars. De l'argent dont je ne savais rien. Qui a autorisé ces retraits? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Votre femme venait seule, m'a expliqué Madame Lefebvre. Elle disait qu'elle avait besoin de l'argent pour des réparations à l'atelier de couture. Mais je gérais les comptes de la maison. Je savais exactement combien d'argent nous avions et combien nous dépensions. Élise ne m'avait jamais parlé de réparation pour la couture, et nous n'avions certainement jamais parlé de retirer 90 000 € de nos économies. « Avez-vous les signatures de ces retraits ?» ai-je demandé. Elle m'a montré les reçus. En effet, cela ressemblait à la signature d'Élise, mais quelque chose dans l'écriture
me paraissait étrange aussi, trop tremblante, trop incertaine pour son écriture, qui était ferme et claire. « Madame Lefebvre ?» ai-je demandé le cœur battant. Elle venait seule pour ses retraits ou quelqu'un l'accompagnait. Elle a réfléchi un moment. « Maintenant que vous le mentionnez, je crois qu'une ou deux fois elle est venue avec l'un de vos fils, Cédric, je pense. Il m'a dit qu'il aidait avec les formalités parce qu'Élise avait du mal à lire les documents sans ses lunettes. Cédric, mon fils, était impliqué dans des retraits d'argent dont je ne savais rien, utilisant la vue fatiguée de sa mère comme excuse. Mais Élise voyait parfaitement bien avec ses lunettes qu'elle ne quittait jamais pendant la journée. Cet après-midi-là, en rentrant avec les reçus bancaires, j'ai reçu un autre message. « Vérifie les assurances. » Ils l'ont convaincue qu'elle avait besoin de plus de protection pour toi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier les preuves qui s'accumulaient devant moi. Les assurances mystérieusement augmentées, les retraits d'argent non autorisés. La présence de Cédric dans des transactions dont je n'avais pas connaissance, son efficacité suspecte dans l'organisation des funérailles, sa froideur pendant l'agonie de sa mère. Mais la question qui m'effrayait était s'ils avaient vraiment planifié la mort d'Élise, comment ils l'avaient fait, et qui était la personne qui m'envoyait ces messages, comment elle en savait autant sur ce qui s'était passé. Les jours suivants sont devenus un cauchemar de doutes et de suspicions. Chaque sourire de Cédric, chaque étreinte d'Henri, chaque mot de condoléance semblait un masque, cachant quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de plus de preuves avant d'accepter une vérité aussi horrible que celle qui prenait forme dans mon esprit. Mon téléphone a continué à recevoir des messages du numéro mystérieux. « Va à l'atelier de couture d'Élise. Regarde dans son bureau. Il y a des choses que tu n'as pas vues. J'ai décidé d'aller à la salle de couture pour la première fois depuis l'accident. » Cédric avait dit qu'une machine avait explosé, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent de ce que j'attendais. L'atelier de couture était étrangement propre, trop propre pour avoir été le lieu d'une explosion. Il n'y avait pas de marque de brûlure sur les murs, pas de débris, pas de signe de la destruction qu'un accident aussi grave aurait dû causer. Où est la machine qui a explosé ? Me suis-je demandé à voix haute. J'ai fouillé tout l'atelier et j'ai trouvé toutes les machines en place, fonctionnant parfaitement. La machine à coudre, le fer à repasser, la surjeteuse, tout intact. Qu'est-ce qui avait causé l'accident ? Dans le bureau d'Élise, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, une note écrite de sa main datée de 3 jours avant sa mort. Cédric insiste pour que j'aie plus d'assurance. Il dit que c'est pour Marcel, mais quelque chose ne me semble pas right. Je ne fais pas confiance à leurs intentions. En dessous de cette note, il y en avait une autre. Henri m'a apporté des papiers insignés. Il dit que c'est pour moderniser la couture, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi toute cette hâte ? Ma femme avait des soupçons. Elle avait intuité la trahison de nos fils, mais elle est morte avant de pouvoir me le dire. J'ai continué à fouiller, et j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une lettre d'Élise. « Mon cher Marcel, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements étranges chez Cédric et Henri. Ils s'intéressent beaucoup à notre argent, aux assurances, à ce que nous vendions la maison. » Camille les pousse. « Hier, Cédric m'a dit que je devrais m'inquiéter plus pour ma sécurité, parce qu'à mon âge, n'importe quel accident peut être fatal. » Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont sonné comme une menace. Je t'aime, Marcel. Si quelque chose m'arrive, ne fais pas confiance aveuglément à quiconque, pas même à nos fils. La lettre est tombée de mes mains. Élise avait pressenti sa propre mort. Elle avait vu les signes que moi, aveugle d'amour, avais ignorés. Mais qui était derrière tout cela? Et pourquoi? Abonnez-vous à les conseils de Papy pour plus d'histoires comme celle-ci, pleine de mystères familiaux et de leçons sur la confiance. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Pensez-vous que mes fils étaient capables d'une telle trahison? Likez la vidéo si cela vous touche, et votre soutien est très important pour moi.
Le lendemain, j'ai décidé de confronter Cédric et Henri, mais pas directement. J'ai d'abord contacté un vieil ami avocat à Paris, M. Dupont, qui m'avait aidé avec des papiers légaux par le passé. Je lui ai raconté tout, l'accident suspect, les messages mystérieux, les retraits d'argent, la lettre d'Élise. Il a écouté attentivement et m'a conseillé de ne pas alerter mes fils, pour l'instant. Nous devons rassembler plus de preuves, Marcel. Si c'est une conspiration, il pourrait être dangereux. J'ai suivi son conseil et j'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai visité l'atelier de couture à nouveau, cette fois avec un expert en accident que M. Dupont m'a recommandé. L'expert a examiné les machines et a conclu que rien n'indiquait une explosion. Aucune trace de surchauffe, aucun dommage mécanique. C'est impossible que cela ait causé les blessures décrites. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. L'expert a haussé les épaules. Cela ressemble plus à un accident simulé, peut-être une agression déguisée en accident. Mon sang s'est glacé. Élise n'avait pas eu un accident. Elle avait été attaquée, peut-être par quelqu'un qu'elle connaissait. Les messages ont continué à arriver. Regarde les relevés téléphoniques d'Élise. Tu trouveras des appels suspects. J'ai obtenu les relevés via l'avocat et j'ai découvert des dizaines d'appels vers un numéro inconnu, le même qui m'envoyait les messages. Mais il y avait aussi des appels fréquents vers le numéro de Camille, la belle-fille, et vers un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que l'avocat a tracé jusqu'à une agence d'assurance à Paris. Pourquoi Élise appelait-elle une agence d'assurance si souvent? Et pourquoi Camille était-elle impliquée? J'ai confronté Camille en premier, pensant qu'elle serait la plus facile à faire craquer. Je l'ai invitée à la maison sous prétexte de discuter de l'héritage. Elle est arrivée avec son air habituel de supériorité, vêtue d'une robe chic et parfumée à l'eau de rose. « Marcel, a-t-elle dit en s'asseyant, je suis contente que tu veuilles parler. Cédric et moi pensons que vendre la maison est la meilleure option. » J'ai hoché la tête, feignant l'accord, puis j'ai sorti la lettre d'Élise. « Lis ça, ai-je dit calmement. Son visage a pâli en lisant. « Ce n'est pas vrai, a-t-elle balbutié. Élise était paranoïaque à la fin. Elle imaginait des choses. « Paranoïaque » ai-je répété. « Ou peut-être qu'elle avait raison. Pourquoi as-tu appelé Élise tant de fois avant sa mort? Et pourquoi l'assurance a-t-elle été augmentée juste avant l'accident ?» Camille s'est levée d'un bond, les yeux emplis de panique. « Tu ne comprends pas, Marcel. C'était pour ton bien. Nous voulions te protéger. Protéger de quoi? Ai-je insisté. De la pauvreté ou de la vérité? Elle a fui sans répondre, mais son silence en disait long. Le soir même, un nouveau message est arrivé. Camille sait tout. Elle est la clé. Confrontez-la avec les preuves bancaires. J'ai suivi le conseil et j'ai rappelé Camille, menaçant de porter plainte pour fraude. Elle a craqué. C'était l'idée de Cédric, a-t-elle avoué en pleurs. Il voulait l'argent pour ses affaires. Henri l'a aidé. Ils ont convaincu Élise d'augmenter l'assurance, puis ils ont simulé l'accident. Élise n'a pas eu d'accident. Elle a été poussée dans les escaliers de l'atelier et ils ont fait passer cela pour une explosion. Mon monde s'est effondré une fois de plus. Mes propres fils avaient tué leur mère pour l'argent. Mais pourquoi? Et qui m'envoyait ces messages? J'ai confronté Cédric et Henri le lendemain avec l'avocat et la police. Ils ont nié au début, mais les preuves étaient accablantes. Les retraits, les appels, la lettre d'Élise, le témoignage de Camille. Ils ont été arrêtés pour meurtre et fraude. La vérité a éclaté. Ils étaient endettés jusqu'au cou avec leurs investissements ratés et l'assurance d'Élise était leur salut. Mais le twist final est venu du messager mystérieux. Après l'arrestation, j'ai reçu un dernier appel. C'était mon frère, que je croyais mort depuis 20 ans dans un accident de voiture. Il était vivant, caché pour échapper à des dettes, et Élise lui avait confié ses soupçons avant de mourir. Il m'avait guidé de l'ombre pour sauver ce qui restait de notre famille. Grâce à lui, j'ai récupéré l'argent, vendu la maison et recommencé une nouvelle vie en Bretagne, loin des trahisons. La douleur reste, mais j'ai appris que la confiance aveugle peut tuer
et que la vérité, même douloureuse, libère. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires comme celle-ci. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Pensez-vous que j'ai bien fait de confronter mes fils? Likez la vidéo si cela vous touche et votre soutien est très important pour moi.